on est sur la route direction Cholet, dans le Maine-et-Loire. Je ramène le Nikon D850 et le dernier boîtier hybride Nikon Z6 II que j'ai pu avoir en test par le magasin de photos Image Photo Thierry. Donc lui il est intéressé par mes retours là-dessus parce que il n'y a pas que moi qui se pose la question parmi les Nikonistes, savoir si demain on change de boîtier, est-ce qu'il vaut mieux partir sur les derniers réflexes pro ou semi-pro ou sur cet hybride sur lequel Nikon a corrigé pas mal des petits travers qu'avaient les Z6, Z7 précédents. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'il va certainement m'interviewer un peu, on va faire un jeu de questions-réponses et évidemment je vais intégrer, je couperai la vidéo pour pouvoir intégrer dedans des séquences animalières avec des petites infos, sensibilité ISO, etc. pour que vous puissiez comparer un petit peu les deux. Ça vous permettra de juger sur pièce. Puis pour les gens qui, comme moi, se posaient ce genre de questions, j'espère que vous allez trouver les réponses à tout ça. N'hésitez pas, sinon je vais mettre la vidéo sur YouTube, Facebook, machin. Il y a les commentaires, ça permet d'échanger, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez! Salut Patrick. Salut Florent. Merci d'avancer ce matin au magasin Image Photo de Cholet. Donc on t'avait laissé entre les mains deux boîtiers, le D850 et le Z6 II. Je partais pour remplacer un peu mon D500 là, alors c'est pas le remplacer ce qui marche toujours, mais j'aurais bien aimé avoir un deuxième boîtier en plein format. Oui, c'est ce qu'on avait noté. Et c'est toi qui m'avais dit, tu verras le D850, peut-être que quand tu es habitué au D500, celui qui te plairait le plus pour monter un peu en gamme serait le Z6 II qui est sorti là. Voilà. Et c'est vrai que moi j'étais resté un peu sur les premiers hybrides, le Z7 notamment, qui avait des choses qui me plaisaient pas trop, enfin j'étais pas prêt à passer à l'hybride malgré le fait qu'il y ait un déclenchement silencieux et tout en photo animalière, c'est quand même sympa. Parce qu'ils ont effectivement sorti la version 2 qui a corrigé un peu tous les petits défauts que tu avais évoqués dans ton premier test entre le D500 et le Z7. La montée effectivement en sensibilité qui a encore été revue et surtout le double processeur au niveau d'autofocus qui libère bien en fait l'AF qui était effectivement un petit point que tu avais repéré au niveau du boîtier. Voilà. Et après en condition tu avais donc... Alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai... Alors vu la saison, là, on est au mois de novembre, en plus avec le bazar de confinement etc. lié au Covid, j'ai pas pu me déplacer aussi librement que j'aurais voulu. Donc en fait j'ai fait beaucoup d'affûts fixes avec mon téléobjectif 500 f4. Donc du coup, monter avec la bague FTZ, voilà. Alors il a fallu que je fasse une petite mise à jour du firmware, je sais jamais trop comment on dit, pour qu'ils prennent en compte la bague. Enfin bon, c'était très simple, moi qui suis pas un informaticien né, ça passe par le boîtier en fait, il faut télécharger. Exactement, on met le petit fichier sur la carte mémoire, dedans, puis c'est parti. Et du coup ça m'a permis de... Alors c'est la première chose que j'ai testé d'ailleurs, c'est de regarder un petit peu si tous mes objectifs étaient compatibles. Parce que du coup c'est vrai que c'était un peu ce qui me freinait aussi moi sur les hybrides jusque là, c'est qu'il n'y a pas le parc optique qui va bien pour faire de la photo de nature. Et là de savoir qu'on peut réadapter tous les objectifs fixes qu'on avait avant dessus, c'est quand même top. Donc les points que tu as vus en fait qui te plaisaient bien dans le fonctionnement du Z6 II. En fait déjà au niveau de... Alors c'est vrai que moi qui ai tendance à... Je fais peu de retouches sur mes photos, mais par contre je fais pas mal de recadrage, parce que ton sujet il est un peu trop centré, quand tu utilises le collimateur central, etc. pour faire tes mises au point, etc. Je pose la question du capteur un peu plus... c'est ça, là on est sur 45 millions de pixels, et là tu me corriges si je dis des bêtises, 24, mais je crois que c'est 24 pour le Z6 II. Donc on se dit, dans 45 millions de pixels, on a quand même plus de marge pour aller cropper, ou si après on va faire des tirages sur des grandes expos, comme je fais de plus en plus, etc. Ça peut permettre d'aller chercher plus loin, mais en fait le rendu des images sur les... C'est plus aéré, ça donne etc. Voilà, en fait, que ce soit la colorimétrie, elle est meilleure sur le Z6 II. La montée en sensibilité, on n'en parle même pas, parce que là, comme avec le D500 à peu près, moi je trouve qu'au-delà de 3200, 4000 ISO, c'est très dégradé. Et là en fait j'ai fait des photos, alors je vais les intégrer juste après. Mais du coup je trouve que sur une photo d'écureuil par exemple, à 4000, 5000 ISO, c'est l'équivalent d'un 1600 ISO ou 1000 sur les boîtiers réflexes que j'avais l'habitude d'utiliser. Et en fait on peut même monter jusqu'à 18 000 ISO. Il monte jusqu'à 50 000 ISO en natif. Effectivement,
10 000 ISO peut effectivement s'utiliser en condition. Alors, 20 000 ISO, faut pas les cropper dedans trop Non, quand même. Mais par contre, sur une photo brute de décoffrage, on peut tout à fait aller sortir une photo en 60 par 90 sans que ce soit désagréable à regarder. Non, non, c'est assez bluffant. Ah, puis qui permet en fait de travailler un peu plus dans des conditions aussi de lumière plus compliquées, et puis plus tôt le matin, plus tard le soir. Bah, typiquement, ce que je me suis dit, c'est que des photos sur les terriers de blaireaux où ils sortent dans la demi-heure après le coucher du soleil, là où soit faut faire au flash ou ne pas faire, en fait, je pense que ça va être faisable. Donc le point aussi sur la performance de l'hybride, c'est l'autofocus. C'est-à-dire on va voir un peu les gros intérêts qu'on avait évoqués, c'est justement ce double processeur qui libère vraiment le boîtier à ce niveau-là. Donc un processeur qui est dédié pour l'autofocus, un autre processeur qui gère effectivement le boîtier. On est sur les XP 6 de chez Nikon. Et tu as la reconnaissance des yeux et des visages effets d'animaux qui doivent fonctionner. Alors tu l'as testé sur quel type Alors je l'ai testé moi beaucoup sur les oiseaux. Alors la reconnaissance des visages d'animaux sur les oiseaux, soyons clairs, c'est pas hyper efficace. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir très souvent l'écureuil dans les séances d'affût qui est venu devant moi. Et c'est vrai que, alors je vais essayer de montrer un petit peu à quoi il ressemble. Il y a un mode autofocus, donc en fait il y en a deux avec reconnaissance des visages et d'animaux. Il y en a un qui se passe sur l'ensemble de l'image. Qui enroule. Celui-là, quand le sujet bouge, il perd quand même l'autofocus assez facilement. Il faut le cadrer un petit peu dans le fonctionnement. Et par contre, voilà, tu as un deuxième mode reconnaissance des visages d'animaux, mais qui est sur une zone déjà présélectionnée. Donc on va choisir en gros un quart de l'image, une zone groupée en fait. Et dans cette zone-là, par contre, il arrive très bien à repérer les yeux des animaux. Alors j'ai testé sur l'écureuil, je l'ai testé aussi sur des animaux domestiques pour voir. Et en photo c'est génial, en vidéo c'est super parce que du coup il te fait un suivi autofocus sur le déplacement de ton sujet. Donc là aussi je peux montrer des séquences de films d'écureuil et on va voir qu'il suit vraiment l'écureuil dans l'image, c'est assez bluffant. Après sur la cadence d'image, on a une cadence là effectivement due au fait que le boîtier soit en 24 millions de pixels. C'est vrai qu'ils sont montés sur une cadence d'image en 14 images secondes en F. On passe en 10 quand on est en 14 bits. Et à côté de ça, le D850. Là j'ai un peu coincé moi sur le D850 sur ce volet là. Parce que quand on vient d'un boîtier avec 12 images secondes, je crois pour le D500 sur la photo animalière, il dépote quand même. C'est quand même une référence. Et là, quand on fait beaucoup d'images au moteur avec des séries sur des envols d'oiseaux, etc., forcément, quand tu passes de 14 images secondes à 7, il te manque une image sur deux sur une série d'envols, etc. Et je trouve que le D850, en tout cas pour moi, était trop juste sur des séries en rafale. Alors, on peut le passer en 9 images secondes, dans ces cas-là, il faut l'appoigner. Et après la batterie qui va bien avec pour effectivement l'upgrader pour qu'il passe à 9 sur le D850. Mais c'est vrai qu'effectivement sur le Z6 ça fait la diff là-dessus. On va parler un peu de l'autonomie, le sujet qui fâche sur la partie hybride. Alors qui fâche effectivement dans le côté un peu quand même. Quand on est en mode affût, je pense que c'est là que c'est des situations vidéo, affût. Alors après, Nikon a effectivement essayé de corriger ça par la batterie, une possibilité en fait d'aller amener un grip. Alors on ne l'a pas ici pour vous le montrer, mais on a un grip en fait qui peut s'additionner au dos du boîtier, qui permet de mettre deux accus en fait en ligne et qui va permettre d'augmenter vraiment l'autonomie du boîtier à ce niveau-là. Et puis en plus d'avoir une meilleure prise en main quand tu fais des photos en portrait. Un déclencheur vertical aussi qui va vraiment libérer la chose. Bon, le viseur il est vachement bien, j'ai pas eu de problème d'inconfort que j'avais ressenti peut-être avec les hybrides que j'avais pu prendre en main avec mes stagiaires ou autres avant. Le petit souci qui m'a quand même bien embêté, et je sais qu'on en a discuté un petit peu avec le copain Eric Médard ou d'autres qui ont déjà essayé aussi, c'est pareil, ils étaient embêtés avec ça. En fait il y a un temps le viseur se met en veille. Et quand on rappuie sur le déclencheur parce que quelque chose se passe, il y a un temps de rallumage qui prend peut-être pas loin d'une seconde et demie. Et en fait, toi, tu es déjà sur ton sujet. Et ça se rallume pas, tu peux faire des photos, tu l'as pas, et hop, ça y est, il est parti. Quoi. Et c'est vrai que sur un réflexe, quand t'amènes, tu l'as directement à la main. Ouais, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les temporisations, donc plus de mise en veille du tout. Donc là, on se retrouve à être aussi rapide que le réflexe. Sauf que du coup on a tout le temps deux écrans, puisqu'en fait c'est l'écran du viseur et puis l'écran du moniteur.
qui reste allumé et ne partir sur une séance d'une demi-journée d'affût avec une seule batterie, on oublie. Hein. Donc le il y aura va être certainement indispensable. on va avoir des solutions, on est en train de faire tester la part des clients, dont Eric va prendre ça en main aussi. C'est une autonomie qui peut passer en fait par la prise USB-C, c'est-à-dire qu'en fait on peut le rendre autonome via des powerbanks. Donc Nikon a référencé 2-3 produits qui effectivement fonctionnaient bien dessus, donc là ça permettrait effectivement de donner la solution à ce niveau-là. On aurait effectivement un câble avec un petit powerbank à embarquer, mais ça permettrait d'avoir une autonomie beaucoup plus importante. Dis-moi, avec la batterie, tu as fait un peu les essais, non? Ça te donnait quoi sur le... En nombre de photos, je saurais pas dire parce que c'est très variable. Il y a des séances d'affût, mais par contre en durée. Puis là, il faisait pas chaud en plus, donc ça m'a permis de tester déjà les batteries. Alors c'était pas du moins 20 degrés, mais j'ai quand même fait des séances d'affût où il faisait à l'ombre, là au pied des coteaux, 1-2 degrés là, toute la matinée. Et en fait, en faisant un peu de vidéo, la batterie elle me faisait la matinée. J'étais obligé de changer à midi de batterie. Alors en soi c'est pas un drame, il suffit de partir avec, mais en fait je pense, quand je vais en affût flottant par exemple, où là du coup je suis au-dessus de l'eau, etc., j'aime pas trop emmener ça, faire des changements de carte, de batterie, etc. Et là c'est vrai que du coup le fait, moi j'étais pas habitué à utiliser des grilles sur mes boîtiers réflexes, là ça va être indispensable pour partir avec plus d'autonomie. Là ça solutionnera effectivement le problème de l'autonomie là-dessus. Si sur le viseur, ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, et ça... Jusque-là, je considérais que le viseur électronique et en visée directe, c'était plutôt désagréable. Et en fait, pour avoir testé en macro, ce qui est assez génial, c'est d'avoir le retour de profondeur des champs directement dedans. Donc on voit quand on règle sa profondeur des champs avec la molette, ça évolue en direct et on voit si on a trop, pour les gens qui font beaucoup de macro, je pense que le passage à l'hybride, ça va être appréciable à terme pour tout le monde parce que on n'est plus obligé de faire sa série de photos et regarder après sur l'écran. Là, on est vraiment dans le viseur. On dit tiens, faut que j'en mette plus, moins, et on a le rendu en direct. C'est bien agréable. On va évoquer le déclenchement du Z6 II. Alors, ça, tu l'avais déjà découvert avec le Z7 lors de ton premier test. Gros intérêt pour les photographes animaliers, c'est effectivement de pouvoir déclencher en mode silencieux. Déjà, le bruit au déclenchement avec l'obturateur, parce qu'en fait, ça, moi je croyais qu'il n'y avait pas d'obturateur sur les hybrides. Un obturateur mécanique. Voilà, donc en fait, on a quand même un bruit au déclenchement, mais qui est beaucoup moins fort que le bruit du miroir, etc., des réflexes. Donc honnêtement, même sur l'écureuil, tu vois, pourtant qui chez moi est un sujet un peu farouche, quand je déclenchais avec le bruit de l'obturateur, il n'avait pas peur. Par contre, j'ai fait des photos sur l'épervier, donc là, quand c'est posé très vite, je suis passé en mode silencieux, parce que lui, là, un rapace qui se pose à 4 mètres de toi, t'as tout intérêt à être silencieux. Mais là, j'étais pas sur des photos d'envol ou choses comme ça, j'avais pas de problème pour utiliser le mode silencieux, donc zéro bruit, et ça, c'est vrai que c'est un luxe, il va à la première photo, sinon il déconne. Mais par contre, ça faut être vigilant, et ça, je pense qu'il faut que tout le monde l'ait bien en tête. Ce mode silencieux, tu l'expliqueras mieux que moi, mais cette espèce de rolling shutter, là, ça peut faire des photos sur des sujets en mouvement où en fait on a des aberrations en fait. C'est ça, en fait c'est un peu la vitesse de la lumière, on va dire ça. C'est vrai qu'effectivement, en fonction de la vitesse des ailes, tu peux avoir une double impression en fait qui peut arriver sur une vitesse d'obturation choisie qui va effectivement engendrer ce phénomène-là. Mais sur certains types d'images, il faut effectivement faire attention de ne pas trop en abuser du mode électronique, du mode silencieux. Je pense que tu n'as pas eu de mal à te mettre sur l'ergonomie du boîtier en lui-même. Ouais, alors c'est plus petit quand même à la prise en main, ça fait un peu drôle. Il y a un truc quand même à travailler avec des gants. En affût, les deux molettes, elles sont quand même vachement moins proéminentes que sur les boîtiers réflexes. Et la molette arrière notamment, des fois j'avais un peu de mal à me la mettre sous le pouce avec les gants. Enfin bon, c'est assez marginal. Par contre, ce qui est agréable, c'est d'avoir tout en arrière, en rétro-éclairé. Et en fait, tout se passe par la petite touche I, voilà. Et en fait, j'essaye de montrer, les 12 champs qui sont ici, on peut les paramétrer. Donc moi, je sais que par exemple, je change très souvent ma balance des blancs, je vais changer très souvent mon type de mesure d'exposition, etc. Donc tout ça, en fait, je l'ai paramétré pour que ça apparaisse ici. Et je sais que systématiquement, en 2 touches sur l'écran tactile, j'ai accès aux paramètres que je vais pouvoir changer. Au niveau de l'ergonomie du boîtier, ils ont aussi amélioré au niveau du stockage. On a donc la capacité de pouvoir mettre 2 cartes. Donc en fait à l'intérieur on peut effectivement remettre une carte XUD ou CF Express type B ou une carte SD effectivement qui est plus courante sur le marché et qui va permettre de pouvoir stocker photos sur une, vidéo sur l'autre. On peut aller chercher effectivement ce double stockage qui était absent sur la version 1
que beaucoup reprochaient. C'est vrai que ça pouvait être des fois rédhibitoire pour certains. Là, ils ont vraiment répondu à la demande là-dessus. Ouais. Au niveau photo-paysage, on n'en a pas évoqué, mais tu as eu le temps de faire... Alors j'en ai fait un petit peu, c'est vrai que moi c'est moins mon domaine de prédilection, le paysage, mais c'est vrai que du coup sur le paysage, notamment le matin au lever du soleil, sur ce qui pouvait être des pauses longues, etc., je m'y suis plus retrouvé avec le D850, et là c'est tout bête, c'est parce que du coup je me dis si je veux faire un grand tirage d'un beau paysage, avec le 45 millions de pixels, on y va. Et voilà, quand tu te mets en pause longue, tu cherches à avoir, voilà, c'est ça, tu as des sensibilités très faibles et tu n'as pas besoin des avantages du Z6 II. Et du coup, bah, là, c'est bien d'avoir des photos un peu lourdes. Donc, non, sur des gens qui feraient du paysage de jour, entre guillemets, enfin, paysage hors astro, je dirais. Parce que les gens qui vont faire de l'astro, moi j'en fais pas du tout. Là, le coup des sensibilités, ça va être génial avec un boîtier comme le Z6 II. Mais pour les gens qui feraient surtout du paysage, l'architecture, etc., je pense que les 45 millions de pixels, c'est quand même pas négligeable. Mais moi, c'est pas mon cas et c'est clair que je ne prendrai pas le D850. Merci de ces échanges, Patrick. C'est moi qui te remercie, hein, c'est quand même agréable de pouvoir essayer le matériel. Merci Nikon aussi pour le prêt du matériel et qui a permis effectivement de